Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Imaginez-vous en 1687 dans la campagne anglaise. Vous êtes assis au pied d'un pommier lorsqu'une pomme tombe de l'arbre. Cette manifestation physique vous apparaît alors comme une révélation. Plutôt que de s'envoler, la pomme s'écrase au sol. Elle est en réalité attirée par une masse plus grosse qu'elle, la Terre. Ainsi est née la théorie de la gravitation universelle formulée par Isaac Newton. Une force invisible unit tous les corps de l'univers et même la petite pomme exerce une force d'attraction sur la Terre. Ce phénomène me semble similaire avec ce qui se passe lorsque nous rêvons. Prenez le rêve le plus fou que vous ayez jamais eu. Cultivez-le jusqu'à le faire grossir assez pour qu'il attire à vous la réalité. Avec cet état d'esprit, il y a fort à parier que vous finirez par concrétiser certains de vos rêves. C'est ce que fait Léa Vigier. Au travers de ses aventures en Équateur, au Népal et ailleurs, elle touche du doigt ce qu'elle a osé rêver en grand. On part quelque part à la rencontre d'une rêveuse aimantée par la terre et ses trésors. Salut Léa, tu m'entends ? Salut! Namasté comme on dit. Namasté. Bon, ravi de t'accueillir sur le podcast Quelque part sûr. Je ne sais pas si tu Ouais, connais déjà le podcast, le format. J'y parle entre autres de trail running, mais j'y parle également d'aventure avec mes ok. invités. Et Mhm. aujourd'hui, l'idée, c'était de partager un petit peu de ton aventure aux quatre coins du monde, de tes Ouais. projets, de tes envies, et puis surtout de ce qui peut te motiver derrière à aller vers ces rêves là Mm. que tu portes et que tu vis. Euh, Ok. si tu es OK, je te laisse peut-être démarrer sur une petite présentation. Est-ce que tu pourrais en quelques phrases, quelques mots nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, enfin, professionnellement, j'entends, comment tu as grandi, d'où tu viens, et voilà, puis nous en dire un petit peu plus sur l'avant départ et projet voyage, et puis on basculera après sur cette partie aventure. Vas-y. Ok, donc écoute, donc, bon, déjà enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 30 ans. Et le côté aventurier chez moi, il est né euh, quand j'avais 23 ans. Et que par un concours de circonstances, je suis partie en Équateur sur une chasse au trésor. Donc, vraiment à la recherche d'un vrai trésor, sur la base de textes qui avaient été récupérés, donc autant des textes publiés que des textes plus confidentiels, sur le trésor de l'empereur Atahualpa, donc un empereur inca. Et donc, je suis partie pendant 15 jours en Équateur, en autonomie et dans des situations, enfin, dans des conditions très compliquées. À partir de ce moment-là, de cette expérience, ça a été une expérience qui a été super dure, dans le sens où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc, il y a eu voilà, un petit trauma, etc.
Mais ça a fait naître en moi euh, l'envie toujours de me dire, bah, tout est possible. Et bah, si tu as envie de faire voilà, des nouvelles choses, etc., et bah, tu te lances dedans. Et donc, ça pouvait être, tu vois, sur le fait de partir seule, mais aussi au niveau business, au niveau professionnel, vraiment d'être voilà, vraiment un bulldozer et donc de faire plein de projets et de se lancer dans ça. Tu, Donc, à tu, partir de là, moi, j'ai... Ouais, pardon. ouais, tu parles d'entrepreneuriat, c'est intéressant. Moi, je suis également entrepreneur et Mm. je fais naturellement des passerelles entre le sport et plus largement l'aventure. Et ce que tu peux retrouver dans l'entrepreneuriat, le côté résilience qu'on peut cultiver toutes et tous. Mais c'est vrai que ça dénote un certain mindset et le sport, l'aventure, euh, tous ces défis, ces épreuves que tu peux rencontrer dans ces activités-là forgent aussi ton état d'esprit que tu mets à profit dans la vie professionnelle. J'aimerais juste qu'on revienne Mm. un tout petit peu plus tôt, avant tes 23 ans, si tu Ouais. permets. Euh, Mm. D'où tu viens géographiquement? Ouais. Comment tu pratiques le sport? Quelle est ta relation au sport? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu étais petite? Voilà, est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un petit peu plus? Ouais. Donc, moi, en gros, je suis née dans la région parisienne. Donc, tu vois, à Rueil-Malmaison, donc dans le 92. Ouais. J'ai eu une jeunesse où j'étais très bonne à l'école. À côté, j'avais pas mal d'amis. Je sortais pas mal. Je pouvais faire des sports différents, mais je changeais tout le temps. Euh, donc, voilà, quand j'étais petite, j'étais très, très bonne en cross. Mais je m'entraînais pas tant que ça, mais j'adorais ça et j'étais très bonne. Après, je me mettais au volley, donc je changeais beaucoup. J'ai jamais eu une passion, c'est-à-dire un sport dans lequel j'étais vraiment à fond, tu vois. Mais tu prenais quand même du plaisir dans les sports que tu expérimentais. Ouais, Ouais. ouais, Ok. carrément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il y a eu vraiment un avant-après, justement à 23 ans, parce qu'en fait, avant de partir en Équateur, on a dû me tester. C'est-à-dire tester si j'étais capable de marcher dans la jungle, etc. tu vois. Et donc, on m'a donné rendez-vous à Grenoble. On m'a dit, ouais, faut que tu fasses la traversée de la Chartreuse en temps de temps. Donc, c'était très peu de temps vis-à-vis de ce que les gens font normalement. Et moi, c'était la première fois que j'allais marcher. Et donc, je me retrouve, tu vois, à base de, bon, bah, du coup, tu dois marcher 10 heures par jour parce que il faut atteindre le truc. Parce que moi, derrière, j'avais la carotte d'aller en Équateur et faire une chasse au trésor. Donc, truc de dingue, tu vois. Et en fait, en faisant ça, j'ai découvert un amour, mais vraiment, mais de dingue pour la montagne et le fait de marcher en montagne. Et c'est à partir de là où vraiment, tu vois, j'ai trouvé un sport euh, qui me convenait vraiment, tu vois. Parce que, mais alors, tu vois, c'est un peu spécifique parce que tu m'emmènes marcher en forêt, je me fais chier. Mais par contre, si tu me mets en montagne et que du coup, il va falloir que je monte, etc., et donc il va y avoir l'effort, ben, ça me met en état un peu méditatif et ça me fait un bien, mais fou, 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 fou. Ça me rend vraiment heureuse, quoi. Donc, voilà, c'est aussi à partir de là, tu vois, où vraiment j'ai trouvé un sport et un truc. Alors, pas facile quand tu es en région parisienne Ouais. d'aller faire, tu vois, bah, tu fais Montmartre, quoi, hein. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. C'est moins exotique. Ouais, c'est moins exotique. Mais voilà, tu vois, c'est marrant. Comme quoi, ouais, tu peux trouver un truc, un sport qui convient parfaitement, voilà, à ta personnalité, à ce dont tu as besoin. Et c'est vrai que je retrouve vraiment beaucoup moins dans tous les autres sports que je peux tester dans le sens où je vais arrêter au bout d'un moment parce que j'y vois plus trop les bienfaits et que je m'emmerde. D'accord. Donc, tu n'as plus de sens à pratiquer ce sport, donc tu passes sur une autre activité. L'outdoor, c'est ton truc. Sport Ben, outdoor. écoute,
Écoute, sport outdoor, ouais, mais vraiment outdoor, ouais. Donc, Vraiment, si, où si- en gros, tu vas pouvoir voir des choses qui changent devant tes yeux au fur et à mesure. Tu vois, tu fais des choses faut que le ou même décor il en bouge. connaissant. Ouais, que le Ouais, décor voilà. soit pas le même. Ok, Mm. on te met sur un tapis de course dans une salle climatisée en plein été avec de la musique à fond, c'est pas ton truc. Ouais, je peux le faire trois, quatre fois, mais je tiendrai pas plus. Ok. Je vois très bien, hein, je vois très bien ce que tu peux ressentir. C'est vrai que l'appel après de la montagne et puis de l'extérieur, c'est puissant. Quand tu y as goûté, quand tu as entendu cet appel-là, tu as envie d'y revenir hein, naturellement. Et tu trouves du plaisir dans à la fois la pratique sportive, la dimension contemplative hein, que tu évoques. C'est vrai que ça nourrit, ça donne envie aussi de chercher dans les années à venir Mm. comment te rapprocher d'autant plus de cet environnement. Aujourd'hui, tu habites toujours en région parisienne? Mais alors, je suis une SDF, mais SDF heureuse, Une nomade? une nomade, ouais, une SDF choisie. Ok, C'est-à-dire que j'ai pas de domicile. ouais, Donc, soit bon, bah, je m'arrange voilà, quand je bouge et tout. Et quand je reviens en région parisienne, je vais donc chez ma mère dans le 92, qui est ok, super contente de me voir parce qu'on a perdu il y a un an mon père. Et donc, du coup, elle, ça lui fait de la compagnie. d'accord, ok. Euh, on- t- Tes parents, ils ont été ou ils sont toujours pour toi des modèles, j'imagine, dans ta construction, dans ta quête. Eux, ils pratiquaient ou ils pratiquent le sport? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a jamais été des sportifs. Pas Et du tout. Mais genre, pas du tout. ok, donc Non, pas du tout. très Par éloigné contre, du sport. ouais, quand même, ouais, ouais, très éloigné du sport. En revanche, une soif de l'aventure, enfin, de la découverte en continu. Tu vois, moi, dès toute petite, nos vacances, c'était pas tu vas dans un hôtel et tu vas à la plage tous les jours, c'était pas tu vas dans un club med, c'était on va dans un pays, on prend une voiture et tous les jours, on bouge d'endroit et on fait tout le tour du pays. Ok, il y a ce Donc, côté baroudeur dès la petite enfance avec tes parents qui t'ont sans doute nourri et donné le goût à l'aventure ouais, d'une certaine ouais, façon. exactement. Voilà. Ok. Tu évoquais donc l'arrivée à 23 ans sur cette quête d'un trésor. Donc, quelque part, il y a ce côté un peu Indiana Jones. Euh, Grave. Ça, c'est le genre de film d'aventure que tu regardais petite? Ouais, de ouf. Mon père, il adorait, tu vois. Il adorait Indiana Jones. Donc, on l'avait tout le temps, etc. Et puis, moi, ouais, j'avais trop envie d'être ouais, une aventurière. J'ai toujours vécu ma vie et ma tête dans des films. Donc, il fallait pas être quelqu'un de, tu vois, de normal, parce que je me suis jamais sentie normale, tu vois. Donc, du coup, ouais, j'étais là en mode, ouais, je serais une star ou alors une aventurière, une exploratrice, ou, tu vois, c'était ça dans ma tête. Ok, pas envie d'être dans la conformité, mais d'être unique Exactement. et de vivre ta vie comme tu le décides aussi et avec tes rêves. C'est Exactement, parce que je pense un sentiment, tu vois, de se sentir un peu trop enfermé dans, dans la société avec beaucoup de normes, etc. Et donc, bah, progressivement, je pense que, bah, tu vois, en grandissant, bah, tu as envie de casser de plus en plus le cadre. euh, voilà, ce cadre et de dire, bah, non, c'est possible autrement. Ouais. Et donc, tu vois, la vie que je me construis actuellement, c'est vraiment un exemple de, ah ouais, vous pensez que c'était pas possible? Ben si, c'est possible. C'est possible d'être directrice financière d'une grosse boîte et en même temps d'être dans l'Himalaya, tu vois. Et c'est vraiment genre, je pense un peu, tu vois, genre ce leitmotiv et ce truc peut-être un peu, tu vois, de se venger contre des choses qui t'ont beaucoup enfermé.
C'est d'aller tout, voilà, d'aller tout casser, quoi, et de montrer qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qu'on peut se construire une vie qui nous convient. Tu évoquais le côté professionnel avec ton passage dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tu as fait des études dans quel domaine? Et comment tu arrives sur le marché du travail? Ouais. Alors, moi, du coup, en gros, il y a un truc où j'ai été ultra chanceuse. C'est que quand j'étais petite, tu vois, enfin, dès le collège et tout, j'ai réussi à trouver ma manière d'apprendre. Donc, c'était une manière un peu spéciale. Donc, il fallait vraiment que je reste enfermée dans ma chambre. J'avais mes post-it, mes trucs, etc. C'était la nuit d'avant les examens et tout. Mais du coup, j'ai trouvé mon truc. Et du coup, ce qui a fait que j'ai pu exceller dans mes études et tout. Et donc ça m'a permis de faire donc Dauphine en master finance et après l'ESSEC en grande école, tu vois. Mais ce que ça m'a amené aussi, tu vois, au fait d'avoir réussi à trouver mon truc et donc du coup, bah, à réussir au niveau études et tout, c'est qu'à chaque fois, mon ego, il était emmené, tu vois, sur le fait de continuer. Ah Mhm. ouais, tu peux aller à Dauphine. Ah ouais, mais les meilleurs de Dauphine, ils vont en finance. Ok, bah, du coup, je vais en finance, etc. Que je me suis de plus en plus, en fait, éloignée de qui j'étais et de ce qui était bien pour moi et de ce que je kiffais. Parce qu'au final, je suis allée, du coup, vers des métiers qui me correspondent pas vraiment. Euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, ouais, je suis rentrée dans ce milieu-là. Et puis après, j'ai monté une boîte pour un mec en Afrique. Donc voilà, ça s'appelle Africa Works. Et puis après, j'ai été directrice commerciale dans une boîte web. Et puis après, pareil, directrice commerciale et associée dans une autre boîte. Et puis ensuite, l'année dernière, pétage de câble, c'est pas la vie qu'il faut. Et donc, du coup, j'ai tout changé. Ce côté, presque malgré toi, compétition, parce qu'on parle d'études, il y a une sélection qui se fait d'année en année. Ce côté compétition dans le sport, est-ce que tu penses avoir cette fibre, cette niaque pour, alors peut-être d'une autre façon, dans le domaine du dépassement de soi? Alors je ne sais pas Ouais. si c'est Mm. compétition ou Mais dépassement de c'est soi. bien sûr. Non, mais carrément, ça fait ultra sens. Alors moi, c'est marrant. Ça n'a jamais été une compétition vis-à-vis des autres. Mon plus grand enfin, ennemi et personne, ça a toujours été que moi. J'étais jamais dans la comparaison quoi que ce soit. J'étais juste en mode, faut que tu sois meilleur, faut que tu sois encore plus meilleur. Ouais, t'es nul, tu dois rien lâcher, etc. Tu vois. Et donc ça, T'as ce discours avec toi-même qui est je très la dur. gelée, ouais. Ouais, Ouais, d'accord. très, très dur. Ok. Très, très dur. Et je l'avais pareil, tu vois, justement, dans le côté un peu, en effet, sportif, exploit et tout, tu vois. Et c'est ce que je raconte, tu vois, en ce moment sur bah, mon aventure dans l'Himalaya, parce qu'elle m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je change. Mais en tout cas, tu vois, c'est marrant parce que j'ai un post qui sort demain et qui est exactement sur ça. C'est qu'en fait, j'ai géré le sport et la montagne comme j'ai géré ma vie, quoi. Avant qu'on peut-être qu'on vienne sur ton aventure dans l'Himalaya, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le premier départ? Donc c'est, tu évoquais, c'est Amérique du Sud, hein, je crois. Ouais, ouais, en Voilà, Équateur. Équateur. Et avec qui tu pars? En fait, comment tu rejoins ce groupe de personnes qui part? Mm. Comment tu trouves ce défi et qu'est-ce qui, à un moment, te décide à sauter le pas? Parce que entre le rêve et le faire, il y a un monde. Ouais, alors moi, je suis tout l'inverse, hein. Moi, je fais avant de rêver. Donc du coup, pour le coup, il n'y avait pas de sujet, etc. Mais du coup, pour t'expliquer, c'est très simple. Je peux pas te donner tous les détails parce que je dois protéger la personne voilà, avec qui je suis partie. Mais, euh, mais en gros, j'ai découvert cette personne. J'ai découvert qu'elle avait beaucoup d'informations sur ce trésor-là parce que la personne avait été très proche d'un explorateur qui était resté 20 ans là-bas et donc du coup, il détenait énormément de choses. Et donc, c'était un soir, un dîner, il me raconte tout ça. Et le lendemain, je lui envoie un message, je lui dis, on part.
Tu vois, donc, il y a même pas de sujet. Je veux dire, on part. Il me dit, mais enfin, t'as jamais marché. Enfin, j'étais genre l'étudiante en finance, majeure de promo, avec son copain, tout bien rangé. Enfin, vraiment pas l'aventurière, tu vois. Genre, tu m'emmènes vraiment pas en Équateur, tu vois. La carte postale. Ouais, Le c'est cliché, quoi. ça, tu vois. Ok. Ouais, le gros cliché, gros cliché. Genre, je me mettais des mines le week-end. Quand j'allais à la montagne, c'était pour aller au ski étudiant. Enfin, tu vois, quoi. Vraiment du gros cliché, quoi. Et, euh, et donc, il me dit, mais non, enfin, c'est n'importe quoi, c'est insensé. Je lui dis, si, on y va. Il me dit, OK, bah, dans une semaine, je te donne un challenge, quoi. Euh, et on va voir si tu tiens le coup. Et donc, moi, je suis allée chez Decathlon, j'ai acheté, je suis allée demander à la vendeuse, j'ai dit, OK, bon, bah, j'ai besoin de chaussures de rando, j'ai besoin d'une tenue. Mais franchement, quand j'ai revu les photos, vraiment, je suis ridicule. Je suis en tenue toute rose, fuchsia, tu vois, parce que j'avais pris toute une tenue qui m'allait bien et tout. Enfin, vraiment, mais le Girly, quoi. sketch, girly, mais vraiment girly, tu vois. Mais sauf que, en fait, bah, en faisant le truc, j'ai découvert une passion. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait, mais putain, c'est ça la vraie vie. C'est 10 fois mieux, quoi. Du coup, après, la personne m'a plus répondu. Et donc, moi, je l'ai harcelé tous les jours. Et puis, je lui ai proposé d'aller prendre un verre sur un autre sujet. Et puis, bon, bah, j'ai réussi à le traquenardiser et à qu'on prenne les billets sur le moment. Et puis, on partait une semaine après, tu vois. Donc, moi, je suis plutôt en mode pas réfléchi, hein. C'est vraiment, je pars. Même là, je suis partie dans l'Himalaya. La raison pour laquelle j'ai pris mes billets au début, c'est insensé. Ok. Parce que j'avais rencontré un Népalais. C'était lui, hein. T'es quel signe astrologique? Je suis taureau ascendant scorpion. Ok. Bon, taureau, c'est plutôt fonceur. C'est fonceur, mais terre à terre. Bon, eh ben écoute, c'est bien de garder les pieds sur terre parce que pour voyager, c'est toujours mieux si tu veux faire le tour de la Terre et voir du pays. Ouais. Tu évoquais l'Himalaya, mais donc ça, c'est le deuxième voyage que tu as entrepris de faire. En solo ou accompagné, tu en as fait d'autres entre les deux? Ouais, carrément. Mais je suis allée en fait, je suis enfin, à partir, tu vois, de ce moment-là, 23 ans, faut que tu évalues que tous les 2 mois, à peu près, je partais quelque part. Parce que je pouvais pas tenir plus de 2 mois à un même endroit. Ok, la Voilà. bougeotte ou l'envie de découvrir? Ouais, c'est ça. Le sentiment d'être emprisonné à un endroit, Mhm. euh, euh, de, de m'ennuyer et le besoin de découvrir, de rencontrer des nouvelles personnes, de vivre des nouvelles choses. Voilà, ce besoin, tu vois, de stimulation, mais ça peut être des stimulations au niveau du corps, au niveau aussi, voilà, des relations humaines, des histoires de vie, etc. Et donc, voilà. Donc, ouais, je pouvais pas tenir à peu près, tu vois, plus de 2 mois sans. Le rapport au temps, au temps, quand je parle de temps, c'est le temps dans le quotidien, le temps, tu es sans cesse en train de courir. Et quand tu es dans l'aventure, dans le voyage, le rapport au temps, il est différent. Euh, Ouais. tu, J'imagine que ça t'a pas échappé. Mm. Tu le vis comment ce rapport? C'est quelque chose que tu vas chercher, dont tu as besoin? Ouais, exactement. En fait, moi, j'ai voilà, une personnalité qui pouvait être très dans le fait de faire 1 million de choses, tu vois, dans mes journées, jusqu'à m'épuiser et à tomber, tu vois, en dépression, en burn-out. Donc, il y avait ce côté très excessif, très intense, où tu fais 1 million de choses, mais en même temps, t'as pas vraiment le temps pour les vraies choses. Donc, voilà. C'est vrai que bah, justement, quand je pars comme ça en voyage, principalement vraiment voilà, en marchant dans la montagne, je trouve que c'est là où on ressent le plus ça. C'est que ben, on regarde plus le temps, on prend le temps d'être et plus de faire. C'est-à-dire, on a le temps, on prend le temps juste bah,
d'être qui on est, nos pensées, même voilà, ressortir certaines émotions, juste d'être connecté à notre corps, de l'écouter pour pouvoir bah, continuer à faire un effort physique qui peut être très important sur certaines journées, etc. Donc, du coup, bah, moi, ça m'a reconnecté au fait de prendre le temps pour chaque chose, etc. Et prendre le temps d'être. C'est-à-dire que souvent, tu vois, on va se dire, OK, aujourd'hui, j'ai ma to-do, tout ce que je dois faire. Mais on pense pas à ma to-be, tu vois. Genre, qu'est-ce que je veux être aujourd'hui? Qui je veux être? Je veux être une fille aimante pour ma mère, je veux être truc. Mais non, parce qu'en fait, nous, c'est, vas-y, tu dois faire ça, 10 minutes pour faire ça. 10 minutes. Et donc, voilà, il y a ce truc-là. Donc, moi, c'est vraiment ce que ça m'apporte. Et le but, c'est que j'arrive à le transposer et à l'avoir dans ma vie de tous les jours pour pas être obligée de repartir, tu vois, pour me reconnecter à ça. Ok, je vois bien. On va rentrer un petit peu plus dans l'aventure en elle-même, du côté Mm. de l'Équateur, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu as fait concrètement comme marche, où tu arrives, vers quel point tu te diriges, comment ça se passe pour toi, combien de jours tu restes sur place, comment tu évolues dans la jungle, dans cet environnement que tu découvres aussi? Ouais. Et ben, écoute, c'est très compliqué parce que moi, tu vois, qui avais fait donc un test dans la montagne, tu vois, près de Grenoble, etc. Je m'attendais à ça et puis en fait, ben, je me suis retrouvée dans une jungle amazonienne où en fait, rien à voir avec de la rando, quoi. Donc, en fait, ce qui est un peu spécifique, c'est que l'endroit où je suis allée, ça s'appelle la Cordillera des Llanganetis. Et en fait, c'est un embranchement entre la Cordillère des Andes et l'Amazonie. Et donc, du coup, bah, tu as deux aspects du coup, qui se rejoignent ensemble et qui fait que c'est bien galère. C'est que c'est en altitude, dans les montagnes, donc sur des gros reliefs, mais dans une flore de jungle. Donc, dans de la boue, des lianes de partout, des serpents, enfin voilà quoi. Tout ce qu'il y a de super sympa, tu vois. Et donc, bah, tu marches pas en chaussures de rando. Tu marches avec des grandes bottes en caoutchouc parce que, en fait, à chaque pas où tu marches, bah, parfois, tu t'enfonces jusqu'aux hanches, quoi. Il faut Avec trouver ta manière de t'extirper avec la machette à la main, avec la machette à la main, bien sûr. comme dans les films. Mais comme dans les films, comme du Indiana Jones, quoi. Mais ouais, Donc mais tu pars de cet endroit-là et le but c'est d'évoluer sur combien de kilomètres? ça, je peux pas te dire. Ça, vraiment, je peux pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on faisait très, très, très peu de kilomètres par Ouais, jour. forcément, forcément. Ouais. Parce que, un, t'avances vraiment pas parce que tu vois, t'avances dans la boue. Deux, t'as énormément de relief. Donc, du coup, tu te retrouves, tu vois, à monter énormément, puis après à descendre et tout. Et trois, parce que vu qu'il n'y a pas de chemin, tu ne vas jamais droit. C'est-à-dire que même si tu as ta machette, bah, il y a des endroits où tu vas te retrouver face à des gros arbres, des très grosses lianes, etc. Bah, tu vas être obligé de passer sur le côté, tu vois. Et donc, le vrai challenge, c'est de pas se perdre. Parce que, tu vois, par exemple, le premier jour, on a fait ben, un cercle, quoi. On est revenu au même endroit. Alors j'imagine que la navigation, le fait de se repérer, ne serait-ce que de se repérer pour savoir sur une carte où est-ce que tu te situes, ça a été aussi un enjeu, un challenge pour vous. Ouais. D'autant Bah ouais, que ouais, carrément. j'imagine aussi que, à l'instar d'une course d'orientation, tu as certainement une zone ou un point que tu souhaites atteindre, vers lequel tu te diriges, ou en tout cas une zone à explorer. Voilà, il faut respecter le relief pour pouvoir évoluer jusqu'à ce point-là. Ouais, exactement. En fait, c'est pas simple parce que
il faut que tu t'adaptes. Donc, voilà, au relief, etc. Mais tu as du mal, voilà, parfois à t'en rendre compte. Et puis derrière, il faut aussi réussir à s'adapter à la nature qui t'entoure, quoi. Parce que bah, il y a des choses qui ne sont pas sur la carte, mais sur lesquelles tu vas te retrouver face, quoi. Donc parfois, ça peut être se retrouver face à des falaises complètement qui s'étaient effondrées. On s'est retrouvé en haut de la falaise comme des cons. Bah, fallait refaire un énorme détour de 2 jours, tu vois. Donc il y a des choses auxquelles voilà, tu t'attends pas du tout parce que tu es dans une situation où t'as pas un chemin qui est tracé tout droit et voilà quoi. Donc, voilà. Et après, il y a un petit truc aussi que j'ai appris et qu'on a appris, tu vois, c'est de contourner de manière alternée. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as un obstacle devant toi, tu vas le contourner vers la droite. Ton deuxième obstacle, tu vas le contourner vers la gauche. Et ainsi de suite. Parce qu'en fait, si tu contournes tout le temps vers la droite, bah, progressivement, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à faire un cercle, tu vois. Donc, c'est plein de petits trucs, tu vois, que tu apprends et qui te permettent voilà, de mieux avancer. Mais au début, c'était bien galère. Donc là, vous avanciez vraiment en binôme. Ouais. Ouais, tout à fait. Dans quel état tu es au niveau psychologique quand tu arrives sur place? J'imagine que tu es excité, c'est le début d'une aventure. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déterminée de malade. Genre une folle. C'est-à-dire que, tu vois, même dans l'avion pour partir, Euh, mes rêves, c'était quand tu aurais les photographes qui seraient là et qu'on a découvert, tu vois, genre le trésor et tout. J'étais vraiment, tu vois, vraiment dans, et ce que je change, tu vois, actuellement, j'étais vraiment dans la finalité, tu vois. Tu Donc, t'es du coup, bah, projeté vers cet objectif, un peu de la façon dont tu as pu le faire dans tes expériences professionnelles aussi. Et on le fait dans le sport, hein. Il y a cette projection sur l'objectif à atteindre, cette vision à avoir pour pouvoir construire les étapes intermédiaires vers ce succès-là. Donc, tu étais plutôt dans cet état d'esprit. D'accord. ouais, exactement. J'étais vraiment dans un état d'esprit. Et donc, en fait, ça m'a donné une force surhumaine qui m'a permis de jamais rien lâcher dans des conditions qui pouvaient être très, très difficiles, tu vois. Après, bah, j'étais jeune, c'était la première fois, etc. Et en fait, j'avais tellement mis tout sur ça que du coup, je n'écoutais rien vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mes limites. Donc, bah, ça a été une force, mais ça a été aussi une faiblesse dans le sens où ben, je me suis abîmée parce que je suis allée trop loin, tu vois ce que je veux dire, et que après, bah, du coup, j'ai été un peu traumatisée, tu vois. Mais en fait, il faut réussir à avoir un peu des deux, quoi. Concrètement, C'est, tu peux aller un petit peu plus en détail sur ce point, dans le côté traumatisant de l'aventure sur le corps, autant sur le corps que sur le mental. Est-ce que tu peux donner ouais. peut-être plus de précision, de détails? Bah, en fait, je pense, tu vois, tu vas vivre des moments difficiles. J'ai eu des moments, on a vécu des moments très difficiles. J'ai mon coéquipier qui a failli mourir, euh, voilà, qui est tombé d'une falaise. Des moments où on a été dans la tempête, dans la jungle, et ouais, on a vraiment cru qu'on allait mourir, etc. Et dans toutes ces situations-là, j'exprimais rien et je tenais. Je serrais les dents, je tenais le truc, etc. Et on continue, je tenais, parce que j'étais là en mode, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, tu vois. Mais du coup, ça a fait que bah, j'ai gardé en moi, tu vois, j'ai gardé en moi tout ça et que après, bah, sur l'après, bah, ça s'est déchargé, tu vois. Mhm. Mon corps, Un un trop plein qui se vide. ouais, 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 et mon corps, tu vois, il a complètement lâché, j'avais plus aucune énergie, plus rien, et puis j'avais aussi ce sentiment que personne ne pourrait jamais me comprendre. En fait, quand tu commences pas, tu vois, à en parler un peu de tes difficultés, bah, tu les gardes pour toi, tu vois. Et puis après, tu es là en mode, bon, trop différent des autres, puis je suis juste, tu vois, moi, dans mon monde seul, dans ma souffrance. Et c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Et c'est vraiment, tu vois, cet entre-deux qui est dingue.
Et tu vois, c'est marrant parce que tu disais le parallèle avec l'entrepreneuriat, etc. Moi, dans le milieu pro, j'ai fait exactement la même. Je me suis mise dans des situations à monter des trucs énormes, à travailler comme une tarée, etc. Jusqu'au moment où, pouf, tu vois, je suis tombée. Donc oui, c'est bien, tu vois, de penser à la fin, d'avoir ce truc, mais il faut s'écouter en continu, quoi, sinon tu tiens pas, quoi. Ok, ça pour toi, ce serait la plus grande, enfin, le plus gros apprentissage de cette aventure, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui te Ouais. viennent à l'esprit? Non, pour moi, c'est de loin le plus grand, c'est de loin le plus grand apprentissage, mais que j'ai eu du mal à comprendre, parce qu'au début, j'étais là, ah, ok, donc ça veut dire tu rêves plus grand, t'essayes plus rien, et voilà, tu vois. Souvent, tu pars à l'extrême haute, tu vois, quand tu vois que ça se passe mal d'un côté. Et puis, en fait, au final, tout est un équilibre, et il faut réussir à, euh, à aller sur les deux et puis aussi à comprendre en fonction de sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très intense, donc il va falloir mettre l'accent le plus fort sur le fait de s'écouter et calm down. Il y a d'autres gens, ils savent très bien s'écouter. Il va falloir peut-être mettre l'accent un peu plus fort sur aller hausse, quoi. Ouais, ok. Le message est passé. Si tu devais aujourd'hui refaire cette aventure avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je me préparerai plus avant. Genre, tu vois, je me serais plus informée sur comment ça se passe, quelles sont les conditions, comment faire pour s'orienter dans des situations compliquées, etc. Et j'y serais allée beaucoup plus tranquille, en se disant, bon, on a plus de temps, tu vois, en se donnant plus de temps, et en se disant, bon, on y va progressivement, on fait ça, on a du temps pour y arriver. Si on n'y arrive pas, ben, on aura appris ça, 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 et ça aurait été trop bien. Voilà, réussir, tu vois, moi, ce que j'ai trouvé vraiment comme solution au fait d'allier entre avoir de l'ambition et vouloir arriver au bout et en même temps s'écouter, c'est de me mettre toujours des plages maintenant plus grandes pour faire les choses. Parce qu'en fait, quand on te donne plus de temps, ça veut Mhm. dire que bah, des moments, tu vas pouvoir te dire, ah là, faut que je fasse une pause. Si t'as pas le temps, genre, je sais pas, tu te dis, vas-y, dans 2 mois, je fais un marathon, tu vois. Putain, c'est short. Bon, bah, ça veut dire tous les jours, il faut que tu ailles courir comme un malade, tu vois. Et si tu commences à être fatigué, faut pas lâcher, c'est dans 2 mois. Si c'est dans un an, bon, bah, apparemment, tu peux faire des pauses, tu peux te reposer, tu peux t'écouter, etc. Moi, Tu, ma solution, moi, c'est ça. tu es resté combien de temps sur place sur cette aventure? 15 jours. 15 jours. C'était un temps imparti, tu avais des impératifs à respecter, reprendre l'avion derrière, tu avais pris ton vol retour. Ouais, Donc, quelque part, il y avait cette pression aussi de la montre. exactement. Il y avait cette énorme pression de la montre. Mais comme tu vois, dans mon milieu professionnel, j'avais toujours cette pression de la montre où on me disait, cette boîte ou ce truc, il doit avoir exposé à cette date-là, tu vois. C'est Et donc, du intéressant. coup, bah, t'es dans cette pression de la montre et voilà, si tu t'enlèves cette pression de la montre, ou en tout cas que tu l'acceptes, mais juste tu lui donnes un peu plus de laisse, tu vois. Et bah, du coup, c'est trop bien parce que tu laisses pas tomber tes objectifs, tu laisses pas tomber ton envie de faire et tout, mais te laisses, t'as un jour où tu vas pas bien, mais prends une pause, Hmm. repose-toi. Demain, Tu, ça ira mieux. tu laisses de la place à l'imprévu dans l'aventure et Exactement. c'est souvent ce qui arrive. Ouais, C'est très mais souvent ce grave. qui arrive. Moi, j'aimerais savoir, Léa, à quel moment dans ton aventure en Équateur, tu estimes ou tu penses que tu as dépassé ta zone de confort et que tu es allé peut-être un peu trop loin? À quel moment? Est-ce qu'il y a un signe pour toi? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui te ferait dire ça? Ouais, un moment où tu vois le rapport risque objectif, on n'y est pas quoi. On avait passé une journée à essayer de traverser un fleuve en crue. C'est-à-dire que normalement, à ce moment-là de la période,
le fleuve devait pas être en crue, ça pouvait se traverser, tu vois, au genou. Et là, voilà, quoi, c'était pas du tout au genou. On avait croisé un mec d'une tribu qui nous avait dit, mais enfin, vous allez mourir. Vraiment, n'essayez pas de le traverser. On avait essayé de le payer pour qu'il nous aide à traverser. Il nous a dit, je tiens à ma vie et tout, tu vois. Et donc, on avait sorti, donc on avait nos cordes avec nous. Donc, on avait testé de s'attacher à des cordes, de passer sur des rochers au-dessus, de faire péter des arbres pour les faire tomber pour, tu vois, comme dans les films là, Sur un pont. pour traverser les feuilles, Ok. effectivement, comme un pont et tout, tu vois. Et on n'y arrivait pas, quoi. Et enfin, la personne avec qui j'étais, elle est tombée dans l'eau, elle a failli partir dans le fleuve. Heureusement, elle était attachée à une corde, donc ça allait. Mais bon, ça commençait à devenir très, très inconscient, tu vois. Très très limite. Et en Ok. fait, ouais, très, très limite, tu vois. Et, euh, et en fait, le soir, on est rentré et moi, j'étais là en mode, on s'arrête pas là. On réessaye demain et on réessaye après-demain. Et même si c'est dangereux, tu vois, il y avait un truc, tu vois, dans ma tête de, ouais, je m'en fous de mourir, quoi. Jusqu'au Genre, boutiste. Ouais. ouais, ouais, vraiment. Et donc voilà, c'est à ce moment-là, quand après, voilà, j'ai continué, etc., et qu'on s'est mis vraiment en danger plusieurs fois. Et on s'est pas dit, vas-y, on arrête, quoi. Là, c'est là où, tu vois, avec le recul, si ça se repassait, j'arriverais pas comme ça, quoi. C'est presque. Là, tu l'analyses à froid et avec le recul nécessaire. Mais quand tu es dans le feu de l'action et que tu poursuis cet objectif, et effectivement, d'autant plus quand tu as la pression de OK, dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, on reprend l'avion pour le vol retour, forcément, tu as presque une urgence à continuer cette fuite en avant, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et là, tic-tac, tic-tac, il me reste plus que tant de jours pour arriver là-bas, parce qu'on se baladait avec nos pelles qu'on avait démontées et tout. Donc pour creuser, ça allait nous prendre 2 jours. Là, dans ta tête, tu calcules tous les trucs, comme dans la vie, dans le boulot et tout, tu vois. Tu te dis, il me faut tant de jours pour ça, tant de jours pour ça, mais il me reste plus de temps, il me reste plus de temps. Et du coup, tu es dans l'urgence, et en fait, ouais, tu réfléchis même plus. Tu es là en mode, il faut que j'y aille, coûte que coûte, et même si c'est risqué, et ouais. Pour toi, est-ce que l'objectif était le bon? Euh, c'est un objectif d'ego. Je sais pas. C'est un ob- C'est Non, quoi non, qui peut moi le je te le dire? dis. Ok. Non, non, moi je te le dis. C'est un objectif d'ego. C'est un objectif d'être une meuf trop stylée qui a trouvé un trésor. Tu vois. L'objectif, il n'était pas dans le fait de découvrir l'Équateur, de découvrir la vie en, tu vois, dans la jungle, en autonomie, ce qui est déjà incroyable, tu vois. En vrai, genre, c'est ouf. Non, c'est déjà l'objectif complètement taré, quoi. La fame. C'est, ouais, la fame, le truc, ouais, la volonté d'aller chercher, tu vois, très, très haut, alors qu'en fait, il y a plein d'autres trucs en dessous qui sont déjà incroyables, tu vois. C'est le tout maintenant et du coup qui t'amène à définir des objectifs qui sont beaucoup trop élevés, tu vois, pour toi et donc qui ne peut que t'amener dans une situation d'échec. Ça, moi, je l'ai fait aussi dans le milieu professionnel. Ok. C'est bien, en fait, ce ping-pong, cet aller-retour de l'un à l'autre. Ouais. C'est important aussi je pense, le côté pro, pour alimenter en cash, parce qu'il faut du cash hein, pour faire des voyages, pour prendre un billet d'avion. Ça, c'est parfois ce qui peut, quand on est passionné ou aventurier, euh, être un élément qui freine aussi l'aventure, parce que si tu n'as pas cette ressource-là, tu vas pas bien loin, hein. Donc Euh, il en faut d'un euh, certain côté aussi. ouais, exactement. Et donc, du coup, ça amène limite à quelque chose d'un peu insensé, qui est une vie où, et que je reconnais hein, chez beaucoup de gens, qui est une vie où tu vas aller chercher à gagner beaucoup d'argent
pour pouvoir derrière aller beaucoup le dépenser dans des choses qui vont te rendre heureux, quoi. Tu vois? Un peu ce truc de je galère, je suis dans le too much, je bosse comme une tarée pour gagner beaucoup, pour pouvoir après, du coup, aller dépenser beaucoup parce que j'ai besoin de faire quelque chose de très incroyable pour Mm. pouvoir venir contrebalancer. Mais moi, où c'était bien galère, tu vois. Au lieu de se dire, bon, bah vas-y, je suis tous les jours bien, et puis, tu vois. Ouais, c'est important. Et je pense que euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans dans ce contrebalancier et cette recherche d'équilibre en fait, tu t'appuies d'un côté et tu rebondis de l'autre, mais carrément à l'opposé. Et tu es dans cette forme de jongler entre les deux pour trouver un point d'équilibre qui pourrait être beaucoup plus simple à trouver au quotidien, finalement. Ben ouais, Dans, c'est ça. dans des objectifs qui pourraient être euh, plus petits, mais au lieu d'aller chercher le trésor, tu vas chercher des pépites, quoi. Et Ouais. Mais ok. grave, où tu vas juste observer juste les premiers pas et quelques endroits qui sont décrits dans des livres et où tu te dis, ah, c'est déjà trop cool de voir un peu l'univers de ce monde-là. Et voilà. Mais c'est vrai que moi, je sais que en étant dans des situations où je me mettais d'énormes stress, de très grosses pressions au niveau boulot, et ben du coup, après, pour contrebalancer, un petit truc simple ne suffisait pas. Je Parce vois. il me permettait pas de faire le vide dans ma tête. Je revenais à mes stress, à toutes mes pensées, à tous mes trucs. Et donc, il fallait quelque chose de vraiment, tu Fort, vois, mais vraiment puissant. fort pour Ouais. pouvoir contrebalancer ce qu'on me parlait, tu vois, un psy m'expliquait. C'est un peu comme de l'électricité. C'est des chocs que tu vas avoir dans ta tête. Et en fait, quand tu as des chocs, etc., qui vont être très forts au niveau de ton taf, bah, pour l'annuler, tu as besoin de chocs aussi importants du coup, bah voilà, sur tes moments de détente, quoi. Donc On, c'est un pa- peu ça. on parle du cerveau, on parle aussi dans le sport d'endorphine, de dopamine, Ouais, c'est vrai. qui sont des hormones qui sont sécrétées naturellement du fait d'une pratique sportive, du fait d'un engagement physique. Tu vas avoir ces hormones qui vont se produire dans le corps avec des effets qui sont, bon, toute proportion gardée, proches de drogue pour le corps, Ouais, pour l'esprit aussi. carrément. Et est-ce qu'il y a un moment où tu prends conscience de cette recherche peut-être à l'excès? Et à quel moment Ouais, tu prends conscience de ça? Tiens, voilà, c'est plutôt la question. À quel moment tu prends conscience que tu es dans un aller-retour et un effet de contrebalancier? ouais. Je m'en rends compte il y a 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, parce qu'au final, c'est même allé sur un aspect, moi, vraiment, qui est vraiment devenu psychiatre, quoi. Ouais. Euh, Dans le sens où en fait, ça fait déceler et chez moi donc des gènes enfin, que j'avais, mais du coup qui se sont vraiment exprimés de bipolarité, donc de troubles de maniaco-dépressifs, quoi. Et Est-ce que qui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ouais, et comment enfin, comment ça se traduit au quotidien? ouais, bah c'est exactement ce dont tu viens de parler, ce côté, ce besoin de d'intensité très fort. Donc en fait, ce besoin d'intensité très fort, il amène donc à avoir des moments, moi j'appelle des moments de up, des moments en fait où c'est pas spécialement que tu es la personne la plus heureuse au monde, mais c'est que tu es la personne, ton cerveau il va à 1000 à l'heure, tu as 1 million de projets, tu as énormément d'énergie, donc du coup tu peux travailler énormément, etc. Tu pars dans tous les sens et tu as l'impression un peu que tu es un génie, que tu es, voilà, que t'es Dieu, etc. Parce que et voilà, tu peux faire plein de choses, etc. Et tu as ce besoin, en effet, d'aller chercher toujours des nouvelles choses, voilà, ce choc, voilà, c'est électrochoc et tout que tu vas avoir. Et donc, en fait, tu vas y aller, et puis jusqu'au moment où, en fait, ton corps et ton cerveau, ils peuvent plus. Parce que ton cerveau, il se retrouve avec 1 million d'idées à la minute à gérer, 1 million de choses à faire. Ton corps,
il est en train de gérer tous tes projets, en train d'essayer de les mettre en place et tout. Et donc, ben, en fait, tu tombes. Et là, donc, c'est la phase qu'on appelle de down. Et tu tombes donc comme la dépression, hein, tu tombes au plus bas parce que ben, ton cerveau marche plus, ton corps ne marche plus, etc. Et donc le principe donc de la bipolarité, c'est que ces cycles-là, eh ben, tu vas les réitérer. Et tu vois, moi, c'est simple, le truc de l'équateur qui, du coup, très sûrement a été un peu un déclencheur, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas su arrêter et je suis allée jusqu'à très loin et du coup, un très gros choc, d'une certaine manière. Ben, ça, c'était il y a 6 ans, 6, 7 ans. Et depuis, j'ai eu environ 5 cycles, tu vois. D'accord. Donc, 5 moments d'exaltation, mais aussi 5 belles dépressions. Qui sont liés, enfin, liés très, très certainement à ton activité professionnelle, peut-être, d'une part. J'imagine intense Et aussi. Ouais, ouais, et alors, ouais, complètement. Donc, en fait, ton down se déclenche vraiment à cause de ton up. Donc, c'est ça, au final, qui donne quand même un peu de l'espoir, etc. C'est que si tu arrives à gérer, à ne pas partir trop en up, donc ça veut pas non plus dire de pas faire des choses trop cool et tout, hein, tu vois. Là, je suis partie dans l'Himalaya et tout, enfin, voilà. Mais si tu arrives à t'empêcher de partir trop en up, du coup, tu ne partiras pas en down. Et en effet, du coup, bah, souvent, la meilleure manière quand même de partir en up, euh, elle va être dans des situations challengeantes. Donc, ça pourrait être un des trucs de sport, hein, euh, ou ça va être des choses vis-à-vis du boulot. Ou en plus, bah, par exemple, moi, mes boss, je peux te dire que quand ils voyaient que ça commençait à partir, ils me disaient pas stop. Ils me donnaient juste 5 fois plus. En se disant, bon, bah, elle est incroyable, nourrisson, nourrisson, tu vois. hmm, Mais donc, du coup, ça t'amène à aller, 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 et puis, pas t'arrêter. Je pense que tu vois, par exemple, si on fait le rapport dans le sport, je pense que c'est aussi un peu, tu vois, le rôle, tu vois, d'un coach qui est de dire, tu vois, aux sportifs à des moments, calme-toi, quoi. Genre, là, pars pas, fais pas des entraînements tout le temps, enfin, calme-toi parce que il faut qu'on tienne et hmm. faut pas que tu partes, tu vois. Dans La le vision boulot, il y un a peu, peu de gens comme ça. le focus un peu arrière, avec la vision grand angle sur la situation. C'est vrai que quand tu as le nez dans le guidon et que tu es à fond H24, bah forcément, tu continues dans cette roue de hamster qui continue de tourner et d'autant plus vite. Plus tu pousses, Ouais, plus elle tourne. Ok. ouais, c'est Euh, ça. Ça m'emmène à la question suivante. Comment tu évolues de cette aventure en Équateur? Alors, c'est presque marrant pour quelqu'un de bipolaire d'aller sur une aventure au niveau de l'Équateur. Je tenais à le placer. C'est quand même, il y a ce paradoxe aussi quelque part, mais je sais pas si tu en avais Non, j'y eu avais pas conscience. pensé. J'y avais pas Mais, pensé. C'est excellent. Mais mais tu sais que, en plus, ce qui est drôle, c'est que, enfin, selon moi, et on est toujours en train de creuser, mais selon moi, c'est cette expérience en Équateur qui a révélé, enfin, qui m'a amené justement à vraiment être bipolaire. Donc, qui a c'est, révélé ça, tu veux t'es dire? sur les équateurs, et là, ouais, exactement. Et là, tu, Ok, tu pars sur les extrêmes, tu vois. Et- ok. Non, non, c'est vrai, son rapprochement géographique par rapport à ton caractère, ta personnalité, c'est peut-être un signe aussi, à- un marqueur en tout cas dans ton parcours. Donc, comment tu ouais. évolues de cette aventure en Équateur? Combien de temps il se passe entre cette aventure-là et la suivante, enfin, The Big One, dans l'Himalaya? Euh, et ben, 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans, et donc c'est 6 ans, 7 ans de vie très intense, euh, celle de haut et de bas. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Tu peux nous en parler? Bah,
à chaque fois des nouvelles aventures business que je vais avoir et dans lesquelles je vais m'investir très très fortement, mais à un point où au bout d'un moment, je vais me brûler. Donc voilà, et du coup, en allant à chaque fois en testant à chaque fois des environnements différents, parce que vu on ne m'avait pas diagnostiqué, je pensais que c'était l'environnement qui n'allait pas et non pas ma manière d'être. Voilà. Donc c'est pour toi, tu arrives à mettre un nom sur ton état d'esprit, sur ton caractère pendant cette période. Sur, C'est-à-dire mon état euh, d'esprit. ouais, sur le fait d'être bipolaire. C'est Ah oui, pendant cette bah, période. alors déjà, c'est important, un bipolaire, c'est une maladie, hein. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un état d'esprit ou quoi que ce soit, c'est vraiment une maladie. C'est bien que tu le Considère que c'est des précises. choses. Ouais, Ouais, j'y peux rien, genre. C'est vraiment, c'est chimique, tu vois. ok. Donc, euh, donc, pour le régler, il faut le diagnostiquer, mais c'est très très dur de le diagnostiquer. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu le diagnostiques sur les phases de up. Sauf que tes phases de up, et ben en fait, t'en parles pas à ton psychiatre. Parce que pour toi, c'est le toi, trop stylé, trop bien, Tout tout va va bien. bien. Donc en fait, c'est exactement. Donc tu coupes complètement avec ton psychiatre, tu lui parles plus, et puis tu reviens 6 mois plus tard quand tu es bien dans le fond et que tu es en dépression. Donc c'est pour ça, hein, tu vois, en moyenne, c'est 9 ans pour diagnostiquer la bipolarité. Ouais, Donc c'est il très peut long. se passer des choses pendant 9 ans et tu peux t'abîmer et te prendre du Ouais. burn-out, du stress, voilà, tout ce que ça amène aussi sur de la fatigue. J'imagine des périodes où tu es lessivé, où tu broies du noir et tu as peut-être plus de sens, de goût dans ce que tu fais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Dans tes périodes de down, tu es vraiment en grosse dépression. Donc voilà, c'est des très grosses dépressions où en effet, il faut se battre contre le fait de se suicider, quoi, hein. Donc on est quand même sur C'est très du lourd. très très ouais, du Ouais. très lourd, ouais. Et On est quand même sur du très. qu'est-ce qui pour toi, si tu évoques ces 5 cycles que tu as vécu, qu'est-ce qui pour toi est un élément, s'il y en a un, déclencheur sur la phase suivante qui est d'amorcer une nouvelle montée? Ou un retour en tout cas à une forme d'équilibre. Hmm. Euh, je veux dire le fait de lancer dans un nouveau projet. Enfin, tu veux dire Ah, le fait de pas forcément. repartir en up? Ouais, à quel moment tu touches le fond pour pouvoir, tu vois, c'est le petit coup de pied que tu mets quand tu es au fond de la piscine pour pouvoir remonter, quoi. Ouais. Et ben alors en fait moi, tu vois, euh, à chaque fois en fait, ce qui m'a permis, tu vois, de Je, je t'entends plus, Léa. mieux et tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais, c'est bon. Ouais. Du coup, bah, en gros, moi, c'est déjà ce qui me permettait vraiment, tu vois, de me sortir et d'aller mieux et tout. C'était bah, de me couper d'obligations, de stress et de pouvoir partir en voyage, de pouvoir marcher dans la montagne, de pouvoir aller à la rencontre de gens de manière très authentique. Et donc, ces petites choses-là me permettaient à chaque fois de pouvoir me sentir mieux. Le problème, c'est que à partir du moment où je me ressentais super bien et tout, j'avais envie de me relancer dans des choses, tu vois. Et donc, ce qui est bien, hein, je reprenais, tu vois, goût à voilà, la stimulation intellectuelle et tout. Donc, ça, c'est top. Mais progressivement, ben, j'allais repartir dans des situations où j'allais me mettre en situation où j'allais avoir trop de choses à gérer, trop de pression, trop de responsabilités et puis trop de stress pour moi, quoi. D'accord. Donc voilà. Où tu vas, voilà, additionner les charges
jusqu'au moment Ouais, où elles sont trop lourdes sur tes épaules et que le corps ou l'esprit craque. Euh, ouais, dans ces, exactement. dans ces moments, comment ça se passe concrètement? Donc, tu évoquais les envies de suicide. Euh, Ouais, il y a peut-être un état de fatigue aussi. ouais. Et comme... Alors, ouais, donc du coup, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent et tout. Bon, déjà, c'est vraiment naze, hein. C'est vraiment pourri, c'est vraiment le pire truc qui existe au monde. Genre, c'est horrible à dire, tu vois, mais j'ai perdu mon père il y a un an. Bah, je crois que j'ai moins galéré que genre une dépression, quoi. Ah oui, Genre vraiment, ouais, ouais, vraiment, genre c'est l'enfer. En fait, c'est l'enfer parce que tu te vois dépérir en tant que physique, au niveau physique, tu vois. T'as plus d'énergie, t'as plus la force de même te faire à manger, de même prendre une douche, de faire du sport bien sûr, voilà, de te respecter quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est très quand même dans l'intellect, dans enfin, la volonté de réfléchir et tout. Bah, ton cerveau, il marche presque plus. Enfin, il marche vraiment pas top quoi. hmm. Donc, tu as beaucoup de mal à réfléchir, tu as une mémoire toute pourrave, genre tu perds la mémoire. Enfin, voilà, c'est vraiment, tu vois, ton corps et ton cerveau ouais, Ils sont qui arrivent plus. ralentis. Ouais, fin de la batterie, il y a plus de réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, tu as une image de toi qui est horrible, qui est très dévalorisante, etc. Et surtout quand tu reviens d'un haut. Surtout quand tu reviens d'un haut où tu étais une star. Tu vois. C'est ça aussi. C'est ça aussi, tu vois, le truc qui va être très difficile, la raison pour laquelle quand tu vas vivre Tu, des downs, quand tu es tu, bipolaire, c'est dur. tu deals avec ton ego en permanence. Parce que On tu te continue. remémores cette période de ta vie où tu étais à ce niveau au top. Et là, t'es presque, j'allais dire, on va rester poli, mais voilà, t'es à moins que rien, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. T'es la ratée, tu vois, genre, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ouais, et puis en plus, tu vois, dans le milieu du boulot, etc., ils vont pas être tendres avec toi, quoi. Donc, quelques mois avant, c'est ma génie, t'es mon truc et tout. Et puis quelques mois après, c'est comment je fais pour réussir à me débarrasser de toi? Hmm. T'es vraiment une merde et tout, tu vois. Donc, Donc, c'est dur, tu vois. c'est brutal. Ouais, c'est ultra Ok. brutal. Ce que tu vis est brutal sur le moment et l'environnement l'est d'autant plus puisqu'il te fait sentir que voilà, tu n'es plus au niveau des attentes, C'est en ça. tout cas pour l'aspect professionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, alors tu as évoqué ces 5 périodes entre les deux aventures, comment tu arrives finalement à te relancer sur cette Himalaya et Mm. qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers cette découverte? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un événement malheureux a été une chance dans ma vie, une opportunité. C'est que donc il y a exactement un an, le 22 janvier 2023, mon père est mort très brutalement. Donc il est Ah oui, tombé dans la rue c'était il y a et un voilà. an. Ok. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça s'est passé, mais un mois après, j'ai mon corps qui a comme enfin, relâché, quoi. Comme mes crises de bipolarité, je suis retombée en dépression. Mais je ne ressentais pas que c'était vis-à-vis de la mort de mon père. C'est comme si c'était un signe, que ça avait été voilà, un petit signe, mais c'était plus au niveau voilà, de ma vie vraiment, quoi. La vie C'est que je menais. comme un trigger, un déclencheur. Ouais. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je venais de m'associer avec deux personnes, donc d'une agence de marketing. Ouais. Et j'étais directrice commerciale, donc avec une pression que je vivais pas bien. Et en fait, quand je suis tombée, j'ai dû, voilà, complètement tout arrêter. Et puis, en fait, je me suis dit, mais en fait, enfin, je suis pas du tout au bon endroit. Enfin, je crois que ça va pas.
Et j'ai eu un point avec mes associés. Mes associés m'ont dit, est-ce que tu te vois sur 5 ans, etc., avec nous? J'étais en mode, bah, non, je pense pas. Et eux non plus, pensaient pas. Et puis à ce moment-là, ma coloc m'annonce qu'il y a son copain qui vient emménager à l'appart, donc je suis virée, donc j'ai plus d'appart. Donc plus de job, plus d'appart, plus de père en 2 mois. Et donc ça a été très dur, bon, t'imagines bien. Mais en fait, ça a été une chance dans le sens où du coup j'étais en mode d'une feuille blanche et je me suis dit, bah, en fait maintenant, Léa, tu peux construire ta vie comme tu veux. Tu vois. T'as une nouvelle Et c'est page comme une nouvelle page, un nouveau chapitre qui s'ouvre. La page est ouais, vierge et tout est à construire, donc tu repars de zéro, mais tout est possible. ouais, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois, le fait de perdre mon appart, il m'a permis de réfléchir et de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être sédentaire? Tu vois? Bah, je crois pas. Ensuite, tu vois, le fait de perdre, tu vois, d'être associé dans une boîte, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être associé dans une boîte? C'est-à-dire de devoir être tous les jours là à fond pour une boîte, etc. Et je suis en mode, bah, non, je crois pas. Et aussi, tu vois, de perdre mon père et tout, ça m'a fait réfléchir à qui il était, quel type de personnalité. Et je me suis dit, mais en fait, cet aspect de sa personnalité, cet aspect-là, je l'ai et je veux l'être, mais je le suis plus. Trop triste, tu vois. Et en fait, du coup, toutes ces choses-là m'ont permis de progressivement construire ma petite vie, tu vois, qui me paraissait top. Et cette petite vie qui me paraissait top, c'était de me dire, j'ai un boulot, donc je reste en fait directrice financière de cette boîte, de cette agence, mais en freelance, où en gros, je bosse quand je veux, etc. Ils me font confiance. Et c'est pas beaucoup d'heures par mois, tu vois. Et je le fais d'où je veux, comme je veux, etc. Et à côté, et ben, je peux voyager, je peux faire mes trucs. Et puis, je peux essayer de me lancer dans créer des contenus, parce que j'adore écrire, j'adore l'aspect créa, etc. Et que très sûrement, c'est ce que j'aurais dû faire quand j'étais petite. Mais vu que j'avais des bonnes notes, j'ai suivi pour histoire de dégoût. Et voilà. C'est jamais trop tard. Jamais trop tard, C'est grave. ça qui est bien pour se relancer sur des rêves, sur des envies. Et je pense que tu es encore jeune pour aller là-dessus. Donc, up to you. Tu peux nous parler un petit peu de cette envie de voyage au Népal? Ouais. Comment ça te vient? Pourquoi le Népal? Ouais. Alors, du coup, le premier truc, c'est que j'étais allée au Népal il y a 6 ans. J'avais vraiment adoré, adoré, adoré. J'avais envie d'y repartir. Et quand mon père est mort, je suis partie en fait avec mes oncles et tantes faire un trek dans l'Upper Mustang. Donc, c'est une partie du Népal qui est assez spéciale parce que très culturellement ça chargé sur l'aspect tibétain. D'accord. On y est allé et ça m'a fait un bien de dingue. Et là, ça m'a permis de me reconnecter et commencer à avoir, tu vois, des idées de chemin vers lequel je voulais aller et de où est-ce que je voulais aller. En même temps, à ce moment-là, bon, moi, je tombe amoureuse de mon guide, mais bon, faut savoir, je tombe amoureuse de tous mes guides. Donc, bon, c'est pas ultra surprenant. Et donc, on guide des Népalais. Et donc, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais aller le voir. Et puis, surtout, je vais faire quelque chose que je m'étais promis de faire il y a 6 ans. Je vais monter l'Island Peak, qui est donc un pic à 6 200 mètres, 6 180 mètres pour être plus exact, au Népal, tu vois. Donc, sur la base, je m'étais dit ça. Et puis, je me suis dit, vas-y, je vais prendre 4 mois. Comme ça me laisse vraiment le temps de réfléchir à mes créations de contenu, à tout. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et j'ai pris l'avion. Et puis, c'est tout. J'avais pas vraiment booké mes trucs. Je savais juste que j'allais faire l'Island Peak et que j'allais voir mon amoureux, quoi. Qui n'est pas resté mon amoureux très longtemps. Et voilà. Et donc, du coup, je suis partie. Et là, j'ai refait de Léa dans le sens où je m'étais pas préparée pour la Olympique. J'avais même pas les équipements, j'avais même rien, mais j'étais là en mode, de toute façon, tu y arriveras. Tu vois. Je te raconte la suite. Oui. Ben, je t'écoute. Je suis Ouais, vraiment. J'allais pas te poser de questions là. J'étais ok. vraiment dans l'écoute.
Et donc, en fait, bah, et c'est ça qui est bien, hein, c'est que la première leçon de l'Himalaya m'a ramené à aller à la vie pendant 6 ans. Ce que tu as fait, ça marche pas. C'est que du coup, je suis venue pas préparée, sans équipement, sans rien, etc. Bon, j'ai acheté mes équipements et tout. Et puis, bah, au bout de 4 jours de marche, catastrophique, j'avais mal de partout, j'étais épuisée, j'ai eu un mal d'altitude de dingue, j'en dormais pas la nuit parce que je me disais que j'avais pas le physique. J'ai été dans ce truc je me suis mis un objectif trop important sans vraiment m'y préparer, en me disant, ouais, t'inquiète, t'iras, même s'il faut souffrir, tu vois, et t'as pas le temps de te poser et tout, quoi. Vraiment, la meuf, elle comprend pas, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, eh ben, j'ai pu prendre du recul et je suis restée à rien faire. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, je change complètement, quoi. J'avance comme je veux. Je sais pas si je ferai l'Island Pig, on s'en fiche. Je profite, je pars aux heures où je veux, je rencontre les gens, je les interviewe et je profite plus du chemin. Et puis, si je vais jusqu'au bout, bah, trop, trop bien, c'est ça. Mais si je vais pas, c'est pas grave. Et puis, je prends mon temps, quoi. Tu viens Et de parler d'une chose, profiter du chemin, mm, euh, alors que tu étais auparavant très déterminé sur l'objectif. exactement, c'est exactement ça. Je Mm, pense qu'il y a un vrai cheminement, un vrai état d'esprit, une transformation pendant ce voyage qui s'opère. exactement, c'est exactement ça. J'ai ressenti vraiment ouais, cette transformation et ce changement-là qui s'est fait. Et même après, par la suite, du coup, j'ai pu faire des choses où, du coup, bah, j'ai en effet beaucoup plus pensé au chemin et à comment ça se passait et au jour le jour, plutôt qu'à je veux absolument arriver là, être cette personne-là, etc. Parce qu'en fait, au final, je me suis rendu compte que le pire, c'est qu'en faisant ça, je me rendais même pas un service, que la plupart du temps, je me décevais et donc je me détestais. Et quand j'y arrivais, bah, je trouvais ça normal. Parce qu'en fait, tu sais, dans ta tête, vu que tu imagines tellement que tu vas y arriver, bah, en fait, quand tu y arrives, t'es là en mode, bah oui, bah, c'est normal, je l'avais prévu. Hmm. Euh, Donc, voilà. Véritablement, l'enjeu pour toi maintenant, tu dirais qu'il est ailleurs que dans se fixer des objectifs Mm. comment tu aborderais demain une prochaine aventure? Je pense qu'il faut se donner des petits points un peu d'objectifs d'excitation, tu vois. Saillant, ouais, Mais voilà, des petits points intéressants sur l'aventure ouais, qui ouais, pimentent la chose. Sinon, on est dans le sport santé après. voilà, exactement. Des petits trucs, tu vois, qui te pimentent et tout. Mais comme tu le disais super bien tout à l'heure, laisser de la place à l'imprévu. Et moi, plus j'en laisse, plus au final, mes expériences, je les trouve assez incroyables, quoi. Parce que tu as le temps de t'inviter chez les gens et qu'ils finissent par te montrer comment on traite des yaks et comment derrière on fait du beurre et Se, etc. Tu vois. se laisser surprendre par tous ces moments-là que t'as pas dans l'agenda. Exactement. J'imagine que tu n'avais jamais prévu d'aller traire des yaks. C'était pas dans le Mais plan. c'est ça. Mais grave. Non, mais attends, même j'ai rencontré un mec qui, en fait, parce que je suis restée le matin à rien faire, et au final, qui a fini par me raconter qu'il avait fait partie d'un gang chinois, qu'il avait fait 9 ans de prison, enfin, c'est complètement fou. Et tu vois, enfin, Des gens dangereux sur le passage, hein, quand même, hein. Sur le chemin, tu peux en croiser. attention, attention. Non, mais Et ouais, je trouve que c'est ultra important de laisser vraiment la place à l'imprévu, quoi. tu peux nous parler un petit peu de l'accueil au Népal? Comment ça se passe? Mais mec, c'est les meilleurs jours au monde. Genre, pour le coup, tu vois, moi, j'ai beaucoup voyagé, mais vraiment, le Népal, mais ils sont d'une gentillesse sans nom et qui est liée, je pense, à, voilà, à leur culture népalaise.
mais aussi à leur religion, parce qu'ils sont moitié hindous, moitié bouddhistes. Donc, c'est quand même des gens qui sont très dans l'instant présent, le fait de se satisfaire de ce qu'on a et de pas vouloir plus, etc. Donc, c'est des populations les plus pauvres au monde, hein. Donc, c'est souvent on l'oublie parce qu'en fait, on imagine le Népal avec l'Everest et les gens qui ont plein d'argent, etc. Mais le Népal est très, très, très pauvre, hein. Tellement pauvre que tu as la moitié de la population qui part à l'étranger pour travailler à l'étranger, tu vois. Mais les gens sont d'une gentillesse vraiment sans nom et c'est safe, c'est-à-dire que moi je peux, alors que tu vois, mon téléphone, il représente plus d'un an de salaire chez eux, je peux le laisser poser sur une table dans la rue, jamais personne ne me le prendra, quoi. C'est des valeurs assez impressionnantes et assez inspirantes. Ouais, pour le coup, j'imagine. C'est vrai que Népal, la proximité avec l'Inde et on évoquait le voyage, mais l'Inde, culturellement, tu as ce système de caste. Pour autant, les gens, peu importe qu'ils soient en haut ou en bas de des systèmes de caste, ils ont un rapport au bonheur et ils peuvent vivre une vie heureuse dans l'une ou l'autre des castes. Euh, donc, Mm. le niveau de pauvreté, j'imagine que ça ne reflète pas forcément le bonheur que tu peux avoir. Bah ouais, 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 pour le coup, tu vois, c'est vraiment, c'est une question, tu vois, que je me pose et voilà, que j'essaye ouais, de comprendre. Mais je pense qu'en fait, il y a aussi, tu vois, un aspect différent entre bah, le bonheur etc. Et puis après, bah, ce que tu vas aller retranscrire à l'extérieur et comment tu vas être avec les autres. Tu vois, je sais pas, je pense en France, tu as plein de gens, ils vont te dire que je suis super heureux dans ma vie, j'ai plein d'argent, j'ai plein d'amis, j'ai plein de tout. Mais tu vas les croiser dans la rue, ils font la gueule, quoi. Et tu leur demandes un truc, et ils sont pas du tout sympas, quoi. Et du coup, je pense que c'est aussi, tu vois, un rapport à l'être humain et à ce qui t'entoure, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on se disait ensemble, c'est laisser la place à l'imprévu ou pas. Eux, bah, ils laissent la place à l'imprévu. Il y a une Française qui débarque dans leur vie et ils l'accueillent chez elle et il y a le temps, etc. Nous, ça serait, mais attends, mais il faut que j'aille chercher mon enfant, que je lui fasse le goûter, que truc. Non, mais attends, j'ai peut-être 2 minutes pour te parler, mais pas plus, là. Tu vois. Je vois bien. Ouais, je vois bien. Après, c'est des vies bien rythmées où tout doit tenir dans l'agenda finalement. À quelle période tu es parti au Népal? Quelle saison? Je suis partie mi-septembre. Mi-septembre et tu es rentré récemment là? Ouais, juste là, il y a 2 jours. Ah oui, d'accord, c'est tout frais. Ok. Ah oui, je Mm. pensais que ça faisait plus longtemps que ça. D'accord. Donc, tu es resté ouais, pas loin de 3 mois et demi. Je suis restée 4 mois en tout. 4 mois, 4 mois, ouais. Ok. Mm. Ok. Donc, tu as vu aussi les saisons changer, évoluer en montagne. Ça doit être intéressant dans le voyage d'avoir cette fenêtre temporelle qui est quand même vachement large pour appréhender à la fois la culture, le rapport à l'environnement. Euh, des moments intenses. Alors, intenses tant sur le plan physique que au niveau des sentiments que tu peux avoir face au paysage et ce rapport à l'environnement. J'imagine que tu en as eu pléthore. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns? Ouais. Alors, j'en ai eu plusieurs, mais vraiment pour des raisons différentes. Du coup, je trouve ça intéressant. Simplement, j'ai eu, tu vois, après les 5 jours où je me suis donné de dingue et après, c'est mon corps a complètement lâché, etc. Et que j'ai décidé un peu d'abandonner dans ma tête, tu vois, mes gros objectifs et tout, et de prendre le temps. Donc, tu vois, je suis allée dans une maison dans la montagne et je suis restée avec la famille. Il faisait ensoleillé et je suis restée à rien faire, à laver le linge avec eux, etc. Et
c'est trop bizarre. Genre, c'est comme si tout était un peu ressorti, tu vois. Toutes les choses que j'avais pu garder de l'année qui avait été difficile, parce que comme je te l'ai dit, j'ai eu beaucoup de choses qui ont changé et tout, tu vois, vis-à-vis de mon père, puis d'appart, le boulot et tout. Et vraiment, genre, j'ai pleuré, pleuré, mais c'était vraiment, tu vois, c'était pas un petit pleur, c'était vraiment genre le pleur où t'as tout qui ressort, qui se déverse, etc. Et qui était ultra fort et qui m'a fait en même temps trop de bien parce que d'une manière, je me suis dit, bah, peut-être que tu vois, je suis en train de vraiment faire mon deuil avec bah, ma vie d'avant et puis aussi vis-à-vis de mon père et vis-à-vis de pas mal de choses, tu vois, dans ma vie. Donc voilà, donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est quand je me suis réveillée très tôt le matin pour un lever de soleil sur l'Everest. Donc, c'est un endroit qui s'appelle Kalapatar, où tu montes pendant 2 heures la nuit. Et puis, tu as un lever de soleil incroyable sur l'Everest et sur les montagnes environnantes. Et là, je me suis mise vraiment genre à pleurer, mais c'était un pleur plus en mode la nature, c'est quand même vraiment trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau et c'est incroyable et j'ai trop de chance d'être là. J'ai trop de chance d'être sur cette terre, de pouvoir vivre ça, etc. Et pour moi, c'était assez fort parce que faut savoir que moi, dans ma vie, le fait de pas avoir envie de vivre, il est très, très présent. Et donc, du coup, bah, de ressentir ça, cette véritable envie, tu vois, de vivre, bah, elle était super forte pour moi. Et elle était là en mode, waouh, j'avais peur de pas la revivre, tu vois. Donc voilà. Ensuite, la troisième, c'est quand je suis montée en haut de l'Highland Peak à 6 200 mètres. Donc, c'était en mode alpinisme. Et donc, vraiment, avant de le faire, je m'étais dit, bon, si je le sens pas, je le fais pas. Vraiment, je m'écoute, tranquille et tout. Et quand je suis partie, donc on est parti à minuit, je me suis dit, bah, je le fais vraiment en m'écoutant. Je kiffe, quoi. Et au final, on a été ultra rapide. On est arrivé les premiers et puis on est arrivé du coup, pile au lever de soleil. Alors, normalement, les gens, ils arrivent vers 9 heures. Moi, je suis arrivée à 5h60, 5h45. Et donc, j'ai eu des lumières de dingue, etc. Et là, c'était une émotion putain, je suis arrivée en haut. C'est incroyable. C'est trop beau. Et je suis même pas au bout de ma vie. C'est quand même trop cool, quoi. Genre, c'est quand même Parfait. trop bien, quoi. J'étais en pleine forme, je criais, j'étais là en mode trop bien et tout. Quand je voyais d'autres gens qui étaient en train de monter, j'étais là en mode allez, allez, vous allez y arriver et tout. Et là, vraiment, j'étais là en mode mais c'est génial. En fait, c'est complètement une autre manière, tu vois, de faire les choses et pas non plus obligé d'oublier, tu vois, de vouloir avoir des objectifs et tout. Mais juste, genre, si tu t'écoutes et que tu vas, voilà, à tout. Enfin, voilà, vraiment, genre, voilà, avec ton rythme. Et bah, au final, bah, ça peut très bien marcher. Et en plus, bah, tu profites et t'es trop content. Et t'es trop content d'être arrivé parce que tu pensais même pas que t'allais y arriver. Ce rapport à la nature qui parfois te remet à une place, une petite place, Mm. euh, parce que la nature est grande, la nature est puissante, elle est plus puissante que nous. Tu l'as ressenti, j'imagine, dans tes aventures et peut-être plus Mm. fortement au Népal. Ouais, bah ouais. Tu vois, moi, j'ai un truc avec l'environnement, tu vois, des hautes montagnes, des grandes montagnes. C'est pour cette raison-là. C'est parce que je vois qu'elles sont 1 million de fois plus grandes que moi et que je me dis que je suis toute petite, tu vois. À côté, ça me ramène un sentiment d'humilité, mais ça m'amène aussi un sentiment il y a tant à faire parce qu'en fait, il y a tellement plus haut et il y a tellement de choses, du coup, à découvrir et où aller, etc., tu vois. Et donc, il y a ce côté très humilité, mais en même temps espoir que par exemple, dans beaucoup d'autres endroits, bah, je vais pas retrouver parce que je vais me sentir très enfermée, à pas réussir à voir loin, ou alors à être trop auto-centrée sur moi quand je suis en phase de up. Où là, l'humilité, elle n'existe plus trop, quoi.
T'as besoin d'horizon. euh, Ouais. ouais, ok. Non, ce rapport à Mm. l'espace, il est important aussi pour l'équilibre, hein, j'imagine. Enfin, j'imagine, je le vis aussi, hein. Mm. Donc, non, c'est vrai que de, de- d'avoir ces objectifs ou ces montagnes que tu vois au loin, ça peut être la continuité pour aller découvrir ce qui se cache derrière et te projeter sur autre chose. Ça peut être la poursuite du chemin et faire la place à l'inattendu dans ces aventures, c'est aussi intéressant. En tout cas, préserver une place pour cet inattendu, ça peut être intéressant. Effectivement. Donc Ouais. tu restes quand même longtemps, 4 mois, c'est pas rien. Comment tu loges? Donc tu évoquais chez une famille tout à l'heure. Plus généralement, ce sont des refuges un petit peu de la même manière qu'on peut trouver ici dans les Alpes, dans les Pyrénées et d'autres montagnes en France. Ouais, exactement. C'est exactement le même style. On va appeler ça des lodges ou des guest house, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment ça. Ils t'accueillent et ils vont te proposer donc de te faire à manger, tu vois. Donc pour le petit déj, le déj, le dîner. Et du coup, tu vas t'arrêter, voilà, à chaque étape. Parfois, j'ai voulu plus tester le côté aller en dehors un peu des sentiers battus et aller un peu chez les gens. Ça, tu peux le faire si vraiment tu fais du trek vraiment en dehors des sentiers battus, mais quand tu es sur les chemins sur lesquels tout le monde va, enfin, voilà, il y a principalement des guest house qui t'accueillent et qui te proposent. Donc, ouais, carrément, c'est ça. Ok. Tu évoques le fait de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est pas forcément aller vers des points très techniques. C'est Non, peut-être aller vers des points moins touristiques ou exactement. ouais, Ouais, c'est exactement ça. c'est C'est, tu intéressant. vois, Ouais, faire des petits détours, tu vois. Mais du coup, c'est comme ce qu'on disait ensemble, tu vois. Et il faut avoir le temps. c'est Il ça. faut prévoir plus de temps que quand tu regardes sur Internet, tel trek, c'est 6 jours. Bah, toi, tu prévois 8 jours. Tu prévois 8 jours, parce que comme ça peut te permettre de faire un petit détour à un village, tu vois, à côté. Et donc, du coup, d'être un peu en dehors, tu vois, des circuits de tout le monde et d'être plus au contact de la population qui a moins l'habitude de voir des touristes tous les jours. Et donc, Hmm. du coup, qui est beaucoup plus authentique, tu vois. C'est vrai on est Euh, beaucoup dans la planification. Je veux faire ça, je veux aller là. ouais, Je réserve à tel endroit. Et parfois, ben, ça te contraint aussi à marche forcée, hein, un petit peu comme un tour opérateur qui te fait monter dans le car et puis tu es avec le troupeau dans ton circuit et tu n'en sors pas finalement. Donc tu as les mêmes photos quand tu reviens de voyage c'est que ça. n'importe quel Ouais, autre c'est ça. touriste, alors Mm. que tu aurais pu vivre tellement plus. Donc, ouais, effectivement, je pense que dans vos préparations pour celles et ceux qui écoutent, pensez à intégrer cette part d'imprévu et laissez-lui de la place. Euh, Tout n'est pas forcément à programmer, quoi. Faut laisser aussi une petite place pour se laisser surprendre. Et c'est ça aussi, culturellement, j'imagine que t'as dû pouvoir en profiter et peut-être même tu as vécu des moments plus intenses ou plus dépaysants sur ces temps-là, je sais pas. Ah, mais carrément, carrément, parce que tu vois, tu peux pas prévoir des choses, tu peux pas prévoir des rencontres, tu peux pas. Donc, il faut être assez flexible, tu vois, à se dire, waouh, à cet endroit-là, le paysage, il est dingue, il est trop beau. Mais attends, ce serait trop beau, non, au coucher de soleil. Bon, bah, vas-y, fuck, on continue pas, on dort ici, quoi. Bon, bah, ça, tu peux que le faire, tu vois, si t'as du temps, tu vois. Pareil, tu marches et là, t'as, je sais pas, une famille qui commence à te parler et puis ils te font rentrer dans la maison, puis ils te racontent leur truc et puis tu te dis, oh, il y a une connexion avec eux, il y a un truc, tu vois. Et puis, du coup, tu te dis, bon, bah, vas-y, je reste avec eux. Et en fait, tu vas passer une soirée dingue où ils vont te cuisiner leurs plats, où ils vont te raconter leur relation à l'amour, au couple. Et puis, tu te dis, ah putain, c'est ça, quoi. C'est quand même vraiment incroyable. Et au final, je pense que c'est ça que j'adore dans le trek de montagne, c'est qu'il n'y a pas que du trek, tu vois.
Ouais, tu as des Il y a aussi rencontres le... aussi et des découvertes que tu n'avais pas prévues dans l'itinéraire, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Bon, c'est qu'en marchant, tu as beaucoup plus de situations, de moments où tu peux t'arrêter face à l'imprévu. Quand tu es en voiture, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Genre, tu vas d'un point à un autre, bon, bah, tu t'arrêtes au départ, tu t'arrêtes à l'arrivée, tu vois. hmm. Et, mais c'est vrai qu'avec le fait de marcher, de trekker, voilà, tu peux laisser quand même beaucoup plus de place à cet inconnu. Et donc, du coup, je trouve à ce sentiment de liberté, puis de petit explorateur, quoi. T'as un peu l'impression d'être un petit explorateur chaque jour. C'est ça qui est cool dans l'aventure. Ouais, De quoi tu as envie maintenant euh, comme voyage? Est-ce que tu as envie d'expérimenter? Je sais pas, je prends un exemple, hein. Peut-être l'itinérance à vélo. Est-ce que tu aurais envie d'aller sur un environnement maritime? Pourquoi pas, hein, je sais pas. Est-ce que tu as des idées de ce type-là? Et qu'est-ce qui te fait triper? De quoi tu aurais envie maintenant comme voyage? ouais. Je Et pense plus que je vais aller sur le largement, vélo, là. et plus largement de style de vie. Ouais. Donc, style de vie vraiment en mode nomade. Je pense que je serai toujours, tu vois, une nomade, mais avec un point d'ancrage, tu vois. Il faut juste que je trouve où est mon point d'ancrage. En fait, je pensais, tu vois, là, que il allait être à Paris, parce que c'est là où j'ai ma famille, mon entourage et tout. Mais en fait, je crois pas. Je crois pas parce que l'environnement parisien, je trouvais pas un bon endroit comme point d'ancrage, parce que j'y ressens pas de la sérénité, etc. Tu vois. Comme Donc, pas sûr. comme un camp de base, quoi. Ouais, tu vois, ouais, comme un camp de base. Mais du coup, dans ton camp de base, tu vois, faut que tu te sentes vraiment bien, comme dans un petit cocon, où du coup, tu reprends toute ton énergie pour après pouvoir aller repartir à l'aventure et, tu vois, donner aux autres et tout. Donc ce serait ça, tu vois, mon type de vie. Ce serait en mode, je reviens à mon camp de base 2 mois, hop là, je pars un mois, ou, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Tes, Et après, tes parents, ils sont pure souche parisiens à l'origine? ouais, 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 ouais. ok, Région parisienne, ouais. ok. Mm. Et Et- après, bah, niveau type d'aventure, tu parlais de vélo. ouais, je l'évoquais, ouais. Justement, ouais, je vais faire ça en avril, je Avril, pense. tu pars où? Ouais, je vais faire ça dans le sud. Sud de la Donc, France? ouais, je vais Ouais, parce que commencer sur le canal du quand Midi. tu parles d'Équateur, Népal, je me dis dans Ah le oui, sud, attention, sud ouais, Afrique, ça peut être ouais. loin. Non, non, mais c'est vrai. Mais Mais ceci dit, tu peux démarrer dans le sud de la France et aller beaucoup plus au sud. oui, ouais, ouais. Carrément. Genre Ben, en fait, il faut à que je vois. Gibraltar. Ouais, ben écoute, c'est des très bonnes idées. Ok. Trop bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire un truc autour de vraiment, tu vois, de l'inconnu, de la rencontre des inconnus, de leur histoire, de l'histoire des gens que je peux rencontrer, etc. Moi, ce qui me tient très à cœur, c'est euh, le fait d'avoir un petit côté, voilà, explorateur tous les jours et de se dire que bah, je suis ouvert à tout ce qui peut être un petit peu inconnu, mais que ça soit les gens que je croise dans la rue ou que ça soit des rues que je connais pas dans mon quartier ou que ça soit des expériences que j'ai jamais vécues. La raison pour laquelle, pour moi, c'est très important, c'est parce que je trouve que les gens s'enferment de plus en plus dans leur cocon. Et du coup, ça amène à quelque chose de très parcellisé, où tout le monde est dans son cocon et a peur des uns des autres, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'aime, de rencontrer voilà, la différence, la diversité, voilà, et tout. Et donc, ma volonté, elle est de réussir à me faire une vie autour de ça et bah, du contenu autour de ça. Tu vois. Et professionnellement, tu penses que ton équilibre, alors personnel, dans l'aventure, dans les voyages, pourrait rejoindre la dimension pro? Est-ce que tu pourrais faire fusionner les deux à un moment ou à un autre? Est-ce que tu l'envisages? Ouais, carrément. Ouais, moi, je l'envisage, mais tu vois, en me disant, peut-être dans un an, tu vois.
je me dis peut-être dans un an, parce que bah, euh, j'aurais réussi à créer des trucs autour de, tu vois, de la découverte de l'inconnu et que les gens auront envie d'acheter. Par exemple, moi, j'invente, mais pour moi et mes amis, des jeux. Donc, par exemple, j'ai inventé un truc que j'appelle Destiné, où on voyage tout en tirant au dé. Donc, tout est décidé par des dés. Donc, plein de trucs comme ça. Donc, j'espère, voilà, qu'un jour, tu vois, toutes ces choses-là, et en tout cas, cette vision de la vie que j'ai, ben, je pourrais réussir à la transmettre et peut-être, tu vois, à gagner ma vie avec ça. Mais ça me dérange pas que, en attendant, je continue mon job parce qu'en réalité, il est assez bon pour ma stabilité. Genre, tu vois, moi, comme je te l'ai dit, je peux être quelqu'un qui peut partir un peu dans les tours, etc. Ben, c'est pas si mal par moment de devoir me mettre dans les chiffres et d'être là en mode, tu vois, Focus. à revenir à quelque chose de très rationnel. Tu Ouais. vois. Ouais. Ok. Donc il y a aussi une forme d'équilibre que tu trouves actuellement sur ces deux tableaux. Ouais. Ok. Bon. On va peut-être terminer l'échange. J'ai une dernière question que je pose habituellement sur le podcast. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut t'aider? C'est vraiment une question que je pose à tous les invités. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Bah, pour le Je coup, sais pas, j'allais pas dire. je sais pas, est-ce que tu cherches un appart dans une région de France? Est-ce que, voilà, ça peut être, c'est 360, hein. Tu vois, la semaine dernière, j'ai eu un invité qui organisait des trails. Lui, il avait besoin de médecins sur sa course. Ah ouais. C'est vraiment 360. Et ben, je sais pas. Franchement, je sais Est-ce que, pas. est-ce que je sais que tu es actif sur les réseaux. Mm. Est-ce que ça peut être une piste d'inviter les gens à peut-être te suivre sur les réseaux pour euh, voir comment tu évolues, pourquoi pas échanger avec toi et voilà, ça peut être une continuité à cet épisode, tout simplement, hein, de manière très naturelle. Ouais, ouais, si ça les intéresse. Après, moi, voilà, moi j'ai un truc. Peut-être, c'est là, je suis en réflexion, tu vois, sur bah, quel type d'aventure faire, etc. Sachant que je veux vraiment que ça soit autour de l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu. Donc, Mhm. l'inconnu, que ce soit le lieu, les gens, etc. Et d'une manière assez cool, sympa, tu vois, voilà, qui entraîne les gens. Donc, voilà, si vous avez une idée de quelque chose voilà, qui te ferait kiffer, quoi, à regarder, voilà, un truc par an, à regarder, ça serait pas mal. J'ai besoin d'idées. Ok, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, comme ça crée des synergies possibles à la suite de cet épisode, pourquoi pas. Bon, bah écoute, Léa, Mm. c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, de pouvoir échanger sur les rêves, sur l'aventure, sur les difficultés aussi que tu as pu traverser. C'est enrichissant et c'est un vrai partage pour celles et ceux qui vont écouter le podcast parce que dans les aventuriers, il y a une part de vie, il y a ces difficultés, ces ups et downs. Et ça fait partie du Mm. voyage aussi, de ce qu'on emmène dans le sac à dos et de ce qu'on peut retrouver sur le terrain quand on est dans l'aventure. Un grand merci à toi. Ouais. Et puis, bah, je mettrai en lien tes réseaux. Et puis, ben, écoute, on reste en contact. Prochaine aventure, donc à vélo dans le sud de la France à partir du mois d'avril. On va te suivre sur les réseaux et j'espère que tu nous partageras un peu de contenu. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Michael. C'était trop cool. C'était trop bien. Bon, tes questions étaient parfois un peu dures, hein. Tu sais que j'ai failli pleurer, hein. Je reconnais. Je pense que tu étais. Enfin, voilà, je voulais pas trop appuyer parce que j'imagine que voilà, il y a certaines questions qui peuvent être difficiles aussi, parce que tout n'est pas facile dans la vie.
Il y a des moments qui sont, comme tu évoquais dans le down. Mais pour autant, Mm, tu l'as très bien partagé. Merci pour ton récit. Et je pense que voilà, il y a très certainement des personnes qui traversent des moments aussi un peu plus en dessous, qui vont s'identifier à ton mm, parcours, et qui vont et que tu peux quelque part inspirer aussi, de par ta capacité à aller aussi de l'autre côté sur des moments plus équilibrés. Voilà, tu as eu des pistes aussi dans ton parcours qui amènent à cette quête d'équilibre, et ça peut inspirer. Je te mm. dis à très bientôt. Bye Ciao, bye. ciao, salut. Salut, Salut. Mickaël, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com, soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.